Merci Catherine. Donc le leadership au XXIe siècle. Alors j'ai essayé de traiter ce thème dans un livre où en fait je me pose la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire le leadership dans un monde qui est marqué par la prolifération des signes noirs. On dit aujourd'hui les événements imprévisibles par la perte de sens, la perte d'autorité, la montée de la peur, l'intelligence croissante des machines. Et dans ce livre, au dernier chapitre, j'aborde une notion qui est celle du leadership turquoise. Alors c'est donc de cela que je vais vous parler ce soir. Mais pour pouvoir vous en parler, je suis obligé d'aborder trois thèmes en fait. L'évolution de la psyché humaine des origines à nos jours. Oui, là j'en vois certains qui se disent on n'est pas couché. Alors, bon, j'ai bien conscience qu'avec Nathalie, nous sommes les deux derniers obstacles avant la suite des petits fours. Donc ça va être très rapide. Hein. Bon, donc la psyché humaine, l'évolution de l'individu et le rapport avec le leadership. Bon. Pour pouvoir vous parler de ça, je m'appuie sur une théorie qui a été développée dans les années 50, 60, 70 par Claire Graves, qui est un professeur de psychologie à Union College dans l'État de New York. Et il l'a présenté en 81, je crois. Et en fait, l'idée est assez simple, c'est de dire que lorsque l'environnement change, notre conception de nous-mêmes et du monde change aussi, et qu'on accède à un nouvel état de conscience, d'existence. Et sa théorie, il l'a appelée théorie de l'émergence cyclique des niveaux d'existence. Voilà. C'est pas une idée très révolutionnaire. Hein. Rappelez-vous Einstein qui disait un problème ne peut pas être résolu au même niveau de conscience que celui qui l'a généré. Bon. Puis vous aviez Carl Gustav Jung qui disait vous ne guérirez pas de vos maladies. Ce sont vos maladies qui vous guériront. Bon, donc c'est rien de révolutionnaire, mais l'idée c'est que les sociétés n'évoluent pas sur une ligne droite à la poursuite d'un avenir toujours fouillant, mais ça ressemble plutôt à une spirale qui s'enroule autour d'une colonne centrale et qui repasse au même point, l'aplomb des mêmes points, mais avec un niveau de complexité toujours croissant. Et Claire Graves avait identifié dans cette spirale 8 stades, si vous voulez, 8 états de conscience, 8 systèmes de valeurs, 6 plus 2 d'ailleurs en fait. Alors il a eu la chance quand même, notre ami Graves, c'est que, bon c'était un professeur un peu austère, hein, vous avez bon, le titre, et il a eu comme étudiant Don Beck et Christopher Coven. Alors Don Beck était un prof en communication, et en fait ces deux-là ont renommé la théorie Spiral Dynamics, mal traduit en français par spirale dynamique. Enfin déjà c'est quand même plus touchy, hein, bon, en termes de com ça marche mieux. Et ils ont eu l'idée de donner des codes couleurs à ces stades en fait, à ces états de conscience et ces systèmes de valeurs. Et en fait, en plus, Don Beck a donné une application pratique. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Nelson Mandela, par exemple, au moment du passage de l'apartheid au nouveau système, avec Bill Clinton, avec la Banque mondiale, avec la police de LA. Donc voilà, ils ont popularisé, ont fait la promotion de cette théorie. Alors je vous propose, comme on a assez peu de temps, de commencer le voyage. Alors le voyage débute il y a 100 000 ans. 100 000 ans, début de l'humanité. Alors là, l'être humain, il a des besoins assez limités, si vous voulez. C'est manger, boire,
surtout se protéger d'ailleurs contre de très grands prédateurs. Donc il vit dans des grottes, des cavernes, des troncs creux. Alors la couleur qui a été donnée à ce stade-là, c'est le beige. Pourquoi le beige? Parce que c'est la couleur de la savane. Alors il y a plus beaucoup de traces de beige dans le monde, hein, peut-être un petit peu en Indonésie, en Amazonie, en Afrique, mais on peut tomber soi-même dans le beige après un événement traumatique, par exemple. Alors, la psychogénèse suit la sociogénèse, donc au niveau individuel, on peut dire que le nourrisson, il a des comportements, il active des comportements de beige, il est totalement tributaire de ce que vont faire pour lui ses parents. Et puis d'ailleurs, il y a des gens qui sont nostalgiques du beige. Hein. Vous avez peut-être regardé Koh-Lanta sur TF1. Bon, bah voilà, c'est beige. Alors voilà, ça dure à peu près 50 000 ans. Au bout de 50 000 ans, émerge un nouveau code qui est le code violet. C'est-à-dire que l'individu, là, il a résolu vraiment ses problèmes de base, de survie. Il commence à lever un peu la tête. Il découvre un monde mystérieux, effrayant. Il devient animiste, tribal, mystique. Le violet, c'est la couleur du mystère. Voilà. Alors il croit, enfin il respecte les traditions, il respecte les anciens, il respecte le chaman. Hein, et ça, tout ce stade-là va durer quand même 40 000 ans. Et vous vous rendez compte qu'au bout de ces 2 premières étapes, bah, l'être humain, il a résolu ses problèmes de survie élémentaire, mais enfin il n'existe pas en dehors du clan. Hein. Il n'a pas. Et c'est là que émerge un autre code qui est le rouge. Ah, le rouge, il ouvre les vannes, quoi. C'est l'individu, il a envie d'exister pour lui-même et par lui-même. Alors ça déménage avec le rouge. Hein. Le rouge, c'est la couleur du sang. C'est la couleur des guerriers. C'est l'homme est un loup pour l'homme. Ce qui est important, c'est d'être fort. Ce qui est vital d'ailleurs d'être fort. C'est pas grave de mourir héroïquement. Ce qui est plus grave, c'est de mourir dans la honte. Et alors autant, j'ai pas parlé de l'habitat, mais dans le code violet, on a vu apparaître des tipis, des yourtes, ouais, ce genre d'habitat, souvent de forme ronde d'ailleurs, ça évoque l'utérus de la terre-mère. Là, dans le code rouge, c'est plutôt les châteaux forts, les villages fortifiés, enfin tout ce qui permet de se protéger contre ces barbares, quoi. Alors le rouge. Alors, ce que j'ai pas dit, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'un code ne supprime jamais les autres. Pensez par exemple à quelqu'un comme Youssouf Fofana. Vous avez entendu parler de Youssouf Fofana, le chef du gang autoproclamé des barbares. Bon, qui avait torturé ce jeune juif, Ilania Halimi. Pour la plupart des gens, c'est évidemment un monstre. Mais imaginez que vous soyez membre du gang des barbares. Peut-être que vous verriez Youssouf Fofana comme un leader, un guerrier, quelqu'un d'extrêmement valorisant. Le calife de Daesh, c'est un leader rouge. Hein. Le rouge, c'est pas uniquement physiquement violent. J'ai été amené à faire une restructuration. Il a fallu dire à 50% des collaborateurs d'une entreprise qu'ils ne seraient plus là. C'était pas physique, c'était néanmoins extrêmement violent. Alors voilà, le rouge va durer à peu près 5000 ans. Et donc, il y a 5-6 000 ans, en réaction, se met en place le code bleu. Et là, dans le bleu, l'individu, il recherche un sens d'ailleurs lié à une autorité divine. Il est prêt à sacrifier un peu de son comportement un peu impulsif au profit de la communauté. Le bleu, c'est la couleur du ciel. Il y a 5000 ans, c'est la naissance des villes, c'est la naissance de l'architecture, c'est la naissance des religions, avec leur exigence de vérité. Hein, et ce qui est bien, c'est ce qui est moral. C'est la couleur du ciel. Quand George Bush intervient en Irak, son opération s'appelle Shock and Awe.
Or, en anglais, c'est une notion assez difficile à traduire en français, mais c'est la terreur devant Dieu. Et ce qui signifie à ces troupes, c'est vous êtes les troupes de Dieu, vous êtes l'armée de Dieu, et ce qui signifie aux ennemis, c'est vous avez en face de vous l'armée de Dieu. In God we trust. Il y a encore, selon Graves, à peu près 30% de la population mondiale qui vit dans le bleu, dans cette histoire de bleu. Alors, après le bleu, et en réaction à ce bleu absolutiste, très discipliné, se met en place l'orange. L'orange, c'est la croyance au progrès. C'est la volonté de ne plus croire à des choses qui viennent d'ailleurs. C'est l'esprit des Lumières. Les Lumières sont oranges. Le capitalisme est orange. Et l'orange, aujourd'hui, c'est le code dominant en Occident. Alors cet orange, il est critiqué. Il est critiqué par plein de gens. Il est critiqué par le violet qui dit bah oui mais vous sapez les relations communautaires, par le bleu qui dit vous sapez l'autorité, par le rouge qui l'accuse d'être impérialiste, et en fait l'orange s'en fout. Et pour moi les États-Unis sont l'archétype de l'orange. Alors l'orange, c'est la couleur de la fonte en fusion dans les hauts fourneaux. Beaucoup plus proche de nous, donc là on a quasiment déjà fait les 100 000 ans, c'était rapide. Au début du XXe siècle, on va dire, se met en place un code que vous connaissez bien, parce qu'il y a une frange importante de la population aujourd'hui qui active, je veux dire, les comportements de ce code, c'est le vert. La science a cherché l'âme de l'homme, les relations entre les gens sont dures, compliquées. Donc dans le vert, vraiment, on cherche à une nouvelle harmonie. On redécouvre aussi la dualité, le yin, le yang, le masculin, le féminin, etc. Bien sûr, le vert, c'est la couleur de l'écologie des plantes. Donc, c'est a priori un code très, très sympathique et encore une fois, une frange importante, au moins de l'Occident, qui aujourd'hui vit dans le vert. Mais Don Beck, notamment, est assez critique vis-à-vis du vert. Il trouve qu'il absorbe plutôt qu'il ne résout les problèmes. Par exemple, le vert est plutôt pour la décroissance. Il imagine pas forcément qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la même situation que lui. Le vert peut, et le fait d'ailleurs, le vert sape effectivement les fondements de l'orange, sape aussi l'autorité du bleu, et quelquefois d'ailleurs cela permet à un déferlement d'un comportement rouge dans une zone verte. Le comportement rouge, une espèce de narcissisme violent qui côtoie un discours un petit peu bisounours sur les droits de l'homme et l'égalité. Allez voir dans quelques territoires perdus de la République, vous verrez un peu mieux de quoi je parle. Donc ce vert, il est extrêmement sympathique, mais bon, il n'a pas que des bons côtés. Il peut être assez intolérant, en fait. Alors qu'il ne croit pas au dogme, mais pour lui, tout est relatif pour le vert, sauf le fait que tout est relatif. Voilà, donc là on est arrivé au vert, et on est arrivé à une période vers la fin des années 70 où Claire Graves repère des gens qui ne fonctionnent plus dans ce paradigme-là.
dans cette logique-là. Et il n'arrive pas à le raccorder à ces différents codes. Et en fait, il comprend que ce qui est en train de passer, c'est pas simplement un code, un autre code qui va suivre le vert. Ce qui est en train de passer, c'est que se met en place une nouvelle boucle de la spirale. Et en fait, le vert c'est Terminator. Il a fait du passé table rase, quoi. Donc, après le vert, il faut tout réinventer. Mais il faut tout réinventer en sachant quand même tout ce qu'on sait. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques percées scientifiques, la physique quantique. Enfin, on sait quand même beaucoup de choses aujourd'hui sur le monde qui a changé complètement notre vision du monde. Donc là, vont se mettre en place des codes nouveaux qui n'ont pas encore complètement émergé. Les codes jaunes et turquoise. Donc ça, ce sont vraiment des codes en émergence qu'on ne trouve nulle part sous une forme un peu cristallisée, si j'ose dire. Et là, ce sont des gens qui comprennent qui connaissent les stades antérieurs de cette spirale, qui vont essayer de les utiliser et pour réinventer autre chose. Alors le jaune, par exemple, il a beaucoup à voir avec le vert finalement. Il a beaucoup de choses en commun avec le vert, sauf que il se moque un peu de l'incapacité du vert à faire. Voilà. Lui, il est préoccupé par l'efficacité. Le turquoise, le turquoise, il est connecté sur les grands courants d'énergie. Il considère que tout est lié, que toutes les problématiques sont liées. Donc il essaye de prendre en compte l'ensemble des problématiques. Bon, ça va, je ne vais pas trop déraper, parce que j'essaie de mettre du temps. Ça va, c'est bien. Alors, alors on peut repartir pour une... Alors après, vous allez me dire, oui, mais alors qui est-ce qu'on voit aujourd'hui comme leader les leaders verts, j'en ai pas parlé, c'est vrai, leaders verts, on a un petit peu de temps. Alors il faut dire que sur le vert, on a quand même, nous Français, on a été assez actifs. Hein. On a produit les Derrida, les Foucault, les Badiou et compagnie. On a revendu ça aux Américains, c'est la French Theory. Hein, ça marche très bien sur les campus américains. Donc nous, on a beaucoup œuvré pour le vert. Alors, je suis passé aussi rapidement, je n'ai pas beaucoup parlé de l'évolution de l'individu, mais j'avais parlé du nourrisson qui était belge. Ensuite, l'enfant qui parle aux oiseaux, qui parle aux animaux, qui croit au Père Noël, qui pense que la petite souris a remplacé sa dent par un petit cadeau. Bon, lui, il est dans le violet. Et puis, un peu, on grandit, il va à la grande école. À la grande école, là, il découvre un monde rouge. Moi, j'ai une fille. La sentence la plus terrible, soit qu'elle la prononce ou on l'a prononcée contre elle, c'est « tu n'es plus ma copine ». Bon. Et puis après, il va comprendre que quand même, il y a des règles dans la vie, que ses parents d'ailleurs peuvent lui inculquer, donc il sort, il va découvrir une période bleue. Donc vous voyez, effectivement, la psychogénèse récapitule la sociogénèse. Ce qui est vrai pour l'évolution de l'humanité est vrai aussi pour l'évolution de l'individu. Alors je reviens à mes leaders, puisqu'on parle de leadership. Je dis, mais alors c'est quoi un leader jaune ou un leader turquoise, justement, un leader que j'appelle de mes voeux. On pourrait parler de Erwin Laszlo, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un scientifique. Alors, un scientifique qui a créé le club de Budapest et qui
a essayé de faire la connexion entre la sagesse hindoue, hein, de l'Inde védique, sort des chants akashiques avec la physique quantique, enfin, cette notion que tout est relié dans une espèce de mer d'énergie dont tout vient d'ailleurs, hein, les étoiles, les planètes, mais nous, la conscience, etc. Donc, tout ça, finalement, marche très bien avec la physique quantique. Alors, avec la physique quantique, tout fonctionne. C'est extraordinaire. Bon, il y a Erwin Laszlo. Mais enfin, Erwin Laszlo, bon, scientifique, je me suis dit, il faudrait peut-être trouver quelqu'un de plus parlant pour le turquoise. Et là, il m'est venu une idée, le pape François. On va me dire, pourquoi le pape François? D'abord, il est pape. Donc, il est bleu, par nature, puisqu'il est le représentant de l'autorité divine, enfin, de Dieu. Donc, il est très clairement bleu. Mais il est aussi très vert. Si vous lisez l'encyclique Laudato Si, vous verrez qu'il est très écolo, hein, notre pape François. Et, alors, si vous mélangez le bleu le vert, ce que ça donne, du turquoise. Voilà. Donc il est turquoise, et effectivement il est turquoise dans le sens où on voit bien que les peurs primaires l'ont quitté, il a plus peur de manquer, il a pas peur de ne pas être reconnu, il fait des bourdes, mais bon, ça le dérange pas trop non plus. Voilà, il a pas de préoccupation matérielle. Tout ça, il l'a dépassé. Et on sent quand même qu'il essaye de s'approcher d'une connaissance élargie du monde et d'entrer en connexion bien sûr avec les gens. Ah oui, j'ai oublié par contre un truc qu'il fallait dire pour le vert, c'est que les verts sont très connectés, hein, j'ai oublié de le dire, et qu'ils se connectent avec leur communauté ou avec leur communauté au pluriel avec des outils magiques. Ceci est un outil magique. Bon, je reviens au pape François. Donc, pape François, voilà, il essaye d'avoir cette vision élargie, ce que Freud appelait le sentiment océanique. Sentiment océanique. Et ce que les physiciens quantiques, eux, ils parlent plutôt de l'intrication des consciences, mais c'est un peu la même idée. Et en fait, je trouve qu'il essaye de comprendre ce que peut vouloir dire cette phrase assez énigmatique d'un sage indien, qui est Krishnamurti, que vous connaissez peut-être, qui dit tu es le monde, et le monde, c'est toi. Et je vais peut-être m'arrêter là-dessus, parce que je trouve que c'est une bonne définition de ce que peut être un leader turquoise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaye de comprendre, de s'approprier cette pensée. Tu es le monde, et le monde, c'est toi. Alors je pourrais ajouter quand même que le leader turquoise, c'est un magicien de la spirale. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de repérer chez l'autre à quel stade il est, et de le tirer vers un autre stade. Donc il parle plus leur langue, mais encore une fois, je vais rester sur cette phrase en vous laissant réfléchir là-dessus. Tu es le monde, et le monde, c'est toi. J'ai fait 100 000 ans en moins de demi-heure. Ça c'est fort, ça, moi je dis. Bon, bah moi j'ai plus qu'à résoudre le monde, donc... Voilà. Merci Gérard pour ce voyage, pour ce long voyage.
Alors, je vous reprends de là-haut, c'est-à-dire on était monté bien haut. Et puis on va redescendre sur Terre et jusqu'à dans nos entreprises où le leadership s'exprime. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui, toute petite, se demandait si le monde pouvait être plus lumineux et donc quitter l'âge de pierre. Et si oui, comment ? Alors cette petite fille s'est mise en route et elle a cheminé, tel le petit poussé ou la petite poussette, pour reprendre le livre de Michel Serres. Et de caillou en caillou, elle va vous raconter comment elle est arrivée à l'évidence d'un leadership humaniste. Alors le premier caillou qu'elle a trouvé sur sa route a été cette évidence qu'il n'y a pas de transformation sans posture, sans leadership pour les mener. Il n'y a pas de transformation sans leadership pour les mener. Alors, qu'est-ce que le leadership ? C'est assez simple en fait. C'est la capacité à mettre en mouvement derrière soi vers un ailleurs. Si vous deviez suivre une formation de 15 jours, je vous la... Voilà, c'est bon, c'est fait. Voilà, vous avez économisé. Deux choses, mouvement et un ailleurs. Donc c'est très cinétique en fait, c'est de l'énergie cinétique le leadership. Je vous renvoie à nos cours qu'on avait en terminale. Donc il y a un mouvement et un ailleurs. Donc qui dit mouvement dit forcément résistance au mouvement. Ça va avec, c'est compris dans le package. Oui. Donc le ailleurs est très important. La transformation n'est pas le changement. Moi, par exemple, hier, j'étais habillée autrement. Aujourd'hui, je me suis changée. Mais je n'ai pas transformé. Donc la transformation, c'est bien aller au-delà de la forme. Et il y a bien un ailleurs. Il y a un autre monde, il y a une autre forme, il y a quelque chose de différent. Si aujourd'hui, dans vos entreprises, vous êtes dans une incrémentation, c'est-à-dire si vous êtes toujours sur la même route, alors on va parler d'incrémentation, de croissance, peut-être de nouveaux marchés, peut-être de faire plus, etc., de nouveaux objectifs, mais ce n'est pas à proprement parler un ailleurs. Le propre de l'ailleurs, c'est qu'on est au bout d'une route, on est dans une impasse et on est obligé de passer à autre chose, donc de changer de forme. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre partout. Donc, aujourd'hui, transformation, aller au-delà de la forme actuelle. Alors, s'il y a transformation, il y a un ailleurs. S'il y a un ailleurs, il y a une nécessité de leadership pour le mener. Aujourd'hui, on est dans un monde de pleine transformation. Donc, il y a un changement de forme. Et donc, si on doit mener des transformations, on est dans une impérieuse nécessité d'être dans cette posture de leadership si on doit les mener. Steve Jobs a emmené vers un ailleurs, qui était l'au-delà de l'informatique, pour libérer et emmener vers un ailleurs de la micro-informatique. Coco Chanel a emmené les femmes vers un ailleurs de la mode et les a libérées de carcans de mode. En passant, les deux sont exactement sur les mêmes créneaux, au féminin et au masculin, qui est la libération de quelque chose et de revenir à l'essence, et c'est noir et blanc. Ces deux-là ont beaucoup à partager là-haut. Nelson Mandela, dont tu parlais, il a emmené vers un ailleurs, c'est-à-dire transformé. On était avant l'arc-en-ciel, après essayer d'emmener vers une société où l'apartheid n'est plus installé, enfin en tout cas n'a plus de raison d'être officielle. Voilà. Pareil, Aung San Suu Kyi, qui a emmené la Birmanie à pouvoir s'accorder ses premières élections démocratiques il y a de ça 2 ans. Voilà. Donc, première évidence sur mon chemin, pas de transformation sans leadership pour les mener. Alors m'est venue une première question que je me suis posée. Aujourd'hui, si vous devez mener des transformations et être en posture de leadership dans vos entreprises, question, pourquoi les gens vous suivraient-ils ?
Sens, vision, destination, intérêt. Je reviendrai là-dessus. Cohérence. Partage des valeurs. Possibilité de se projeter. Avenir, ailleurs. Appropriation. Motivation. Ce qui est intéressant, c'est de savoir laquelle. Parce que bon, on a eu des... Ouais. Ce que je veux dire, au-delà de toutes vos réponses qui sont très intéressantes, c'est que si vous devez mener quelque chose, posez-vous la question, pourquoi les gens devraient vous suivre? Pourquoi diable les gens vous suivraient? Parce que c'est bien sympa de l'incanter comme ça, mais voilà. Première des questions. C'est pas le tout de le dire, si vous retournez qu'il n'y a personne, c'est un peu fâcheux, mais ça arrive souvent. Alors, la petite fille a repris sa route, enfin elle avait déjà grandi, je ne sais pas si elle avait fait 100 000 ans, mais j'en ai que 54, donc j'ai fait. Mais, et elle est arrivée sur une deuxième pierre, un deuxième caillou, et le deuxième caillou a dit la chose suivante. Le deuxième caillou a dit, mais la posture de leadership n'est pas la posture de manager et n'est pas la posture de directeur. Et si on ne comprend pas les différences fondamentales qu'il existe entre les trois, et si on ne mène pas une transformation avec la bonne posture, alors ceci peut expliquer sans doute, très certainement, pourquoi dans vos entreprises aujourd'hui vous avez du mal à transformer, ou quand vous retournez, vous dites mais où sont-ils? Je ne dis pas que ce sont trois personnes différentes, je dis que ce sont trois postures différentes. Qu'une personne, en tant que directeur, dirigeant, bien sûr, doit adopter. Par contre, les adopter ensemble au même moment est tout à fait contre-productif et inconscient. Alors, première chose, manager. Voilà. Alors moi, je suis ici en posture de manager. Le manager, il est parmi. Il est parmi ses équipes. Et là, va se poser la question de qui fait quoi, on en est où, c'est pour quand. Voilà. On est dans le faire-faire, on est dans le très concret et parmi. Moi, poisson rouge, je suis parmi vous. Manager. Très bien, je vais être directeur. Voilà, je suis au-dessus de vous. Je suis à la tête, je suis directeur. Je suis là-haut et je vous dis la direction c'est là-bas, les objectifs c'est par là-bas. Donc là je suis en posture de directeur. Non, ça va. Bon. Maintenant je suis en posture de leader. Vous êtes derrière moi, je suis à l'avant-garde. Donc je ne suis pas assis avec vous, je ne suis pas au-dessus de vous, je suis sur le même plan que vous, mais je suis bien avant vous. Et la grosse différence, c'est que moi, je suis déjà dans le monde d'après. Le propre du leader, il est déjà dans le monde d'après. Il dit « rejoignez-moi ». Et c'est pour ça qu'on dit qu'il l'incarne. Parce que lui, il est déjà là-bas. Donc il est dans une autre temporalité. Donc le leader, homme ou femme, j'insiste beaucoup là-dessus, nulle part il est marqué que le leadership c'est masculin, c'est masculin-féminin, mais le leader, il est à l'avant-garde, il est devant. Il a une longueur d'avance, il est déjà là-bas, et il attend que vous le rejoigniez. Alors, il guide le mouvement, bien sûr, mais il attend. Trois postures extrêmement différentes qui ont un rapport... alors, je vais prendre juste deux différences fondamentales. Enfin, il y a beaucoup de différences, mais parmi les deux fondamentales, il y a un rapport au temps qui n'a rien à voir. Donc, en posture de leadership, j'ai l'espace-temps. Et c'est parce que j'ai l'espace-temps que je respire, que je suis inspirée et que je vous inspire. Je prends l'extrême, en posture de manager, j'ai la tête dans le guidon. J'ai pas de temps, j'ai pas d'espace. Mais on n'a jamais vu un leader avoir la tête dans le guidon. Ou alors il n'est pas à sa place. Autre chose, l'énergie.
Le leader, il est extrêmement généreux en énergie parce qu'il en donne, parce que son mouvement naturel doit embarquer l'énergie des autres, et donc il donne beaucoup. Le leader donne beaucoup. Si je prends l'inverse, à l'extrême de la posture de manager, le manager, lui, il donne pas. Il n'a pas le temps, il n'a pas d'argent, il n'a pas de ressources, il n'a pas de moyens, mais il faut faire dans un maximum de temps, et là, on compte le ROI. Donc, le manager prend l'énergie des autres pour que les autres fassent ce qu'il y a à faire. Rien à voir. Alors, je vais vous citer un exemple d'un dirigeant dont j'ai croisé la route, qui était à l'époque directeur général de Lego France, Espagne, Portugal. À un moment donné, où Lego a décidé d'un changement total de gouvernance. Donc ils sont passés du pyramidal classique à autre chose. Je ne vous parle même pas de matriciel, à autre chose. Et je croise la route de ce dirigeant que je vais appeler Pierre pour l'occasion. Et on commence à travailler ensemble avec Pierre sur cette transformation. Première question de Pierre. Suis-je légitime à porter la transformation? Vraie bonne question. Je vous parle d'incarnation en leadership. Eh bien, moi, j'ai été un directeur général de l'ancien monde et j'étais très bon puisque Lego ne m'a pas viré et qu'ils veulent me garder pour le nouveau monde. Et puis, j'ai eu de très bons résultats puisque je suis là. On me demande de venir, d'être dans le nouveau monde pour emmener dans le monde d'après, dans cette gouvernance qui est tout à fait différente. Bon. Première des questions, suis-je légitime? Alors, on a été voir au cœur de ce dirigeant, qu'est-ce qu'il animait, qu'est-ce qu'il portait, et est-ce que cela était en résonance avec la transformation de l'entreprise? Parce que dans ces moments-là, ça peut être tout à fait le moment de se rendre compte que ce qui m'émeut, me met en mouvement moi-même, n'est peut-être plus en cohérence avec le mouvement de l'entreprise. Mais ça, c'est pas grave. C'est grave de rester si ce n'est pas le cas. Bon, il s'est avéré que oui, il pouvait être dans le monde d'après. Ok ? Une fois qu'il avait aussi pris conscience de ce que voulait dire cette transformation chez Lego, parce que ce n'est pas juste des PowerPoint, il se passe quelque chose quand on va changer de forme. Spirituellement, il y a quelque chose qu'il faut décrypter et comprendre. Deuxième chose, c'est, ok, je suis ce dirigeant de l'ancien monde, j'ai performé, je vais être le leader de ce nouveau monde pour emmener l'ensemble de mes équipes dans mes 3 pays sur ce changement de gouvernance. Comment je le fais mienne, comment je l'incarne, à ma façon, parce que je suis Pierre et Pierre c'est Pierre, voilà, c'est pas Marie ni Bénédicte. Et comment je vais... qu'est-ce que je vais devoir transformer en moi, non pas dans qui je suis, mais dans ma façon d'être et dans ma façon de faire. Voilà. Parce que si je garde la même posture, si vous gardez la même posture avec vos équipes pour mener ou des transformations ou être le dirigeant du quotidien, vous pouvez être à peu près sûr que les gens ne vont pas comprendre la différence. Voilà. Et ceci peut être une autre explication de pourquoi vous n'arrivez pas à emmener, ou difficilement. Ça, c'était pour l'ego. Autre exemple très intéressant d'un très grand groupe pharmaceutique où je suis intervenue et au moment où le directeur général qui est arrivé, effectivement, a dit on va transformer. Voilà, le grand mot à la mode, on va transformer. Alors l'idée était de créer une communauté de leaders et de sélectionner 100 personnes dans l'entreprise qui avaient cette dimension sélectionnée de leadership capable d'être des ambassadeurs de la transformation à tous les niveaux d'échelle de l'entreprise. Et ce directeur général crée cette communauté de leadership qui va être animée pendant 1 an avec des programmes de formation pour les aider à gagner ce step-là et à irriguer après dans l'entreprise. Eh bien, ce directeur général a fait la grande réunion ou le grand raout de lancement de cette communauté de leadership. Qu'a-t-il fait? Bon, il y avait 100 personnes. Vous imaginez un amphithéâtre digne de l'Olympia, 100 personnes. Et ce directeur général a commencé par dire
Voilà où on en est dans les lignes de produits, voilà ce qu'on a réussi, voilà ce qui a marché, voilà ce qu'on va garder, voilà ce qui ne va pas être prochainement, etc., etc. En d'autres termes, il n'était absolument pas dans une posture de leader. Une réunion qui a duré 2h30, au bout de 20 minutes, tout le monde, les 100 personnes, étaient sur leur portable. Leadership, mouvement, impulsion. No impulsion, là. Niet, raté, loupé. Donc voilà comme quoi la compréhension de ces postures qui sont très différentes est extrêmement importante si vous devez leader. Deuxième question, à ce stade-là de mon deuxième caillou, c'est aujourd'hui, est-ce que vous pourriez évaluer, si vous menez des transformations, est-ce que vous pourriez évaluer le pourcentage de votre temps que vous passez en posture de leadership? Si vous êtes à moins de 50%, j'ai peur que le mouvement soit faible. Énergie. J'ai donc poursuivi ma route et là je me suis dit, bon, troisième caillou, et j'en reviens à Einstein également. Einstein a dit, on ne peut pas résoudre un problème avec le même esprit ou la même pensée qui l'a créé. Moi j'ai dit, on ne peut pas leader des transformations en étant d'une nature différente que la transformation qu'on doit leader. Pas possible. Ou pour reprendre ce que tu disais, Gérard, on ne peut pas être d'une couleur inférieure à une couleur supérieure. Il y a un truc qui ne peut pas fonctionner si on n'a pas la conscience des couleurs au-dessus. Alors, quelle est la nature de la transformation d'aujourd'hui ? Je vais entendre digitalisation partout. Ouais. Je vous ai parlé de changement de gouvernance, c'est une transformation. J'ai fait beaucoup de choses dans la fusion-acquisition, c'est de la transformation. Ramener une transformation à un outil est un manque de conscience en tant que dirigeant. La digitalisation n'est pas la transformation, c'est un moyen, mais ce n'est pas la fin en soi. Voilà. Donc prendre la fin pour le moyen, c'est ennuyeux au niveau conscience si on est dirigeant et si on doit leader. Par contre, la digitalisation apporte, je dirais, quelque chose de nouveau en termes de numérique qui va favoriser ce passage vers autre chose. Oui. Mais ce n'est pas une fin en soi. Voilà. En aucun cas. Alors, la transformation d'aujourd'hui, de quelle nature est-elle ? Eh bien, il s'agit d'un saut de conscience. On peut retrouver le saut quantique, c'est-à-dire que quelque chose est en train de passer à un niveau de conscience et de lumière supérieure. Je dis bien conscience et non pas intelligence. Il y a une grosse différence entre l'intelligence et la conscience. Vous voyez, il faut autant d'intelligence pour envoyer 2 avions dans une tour jumelle qu'il en faut pour, par exemple, créer tout ce concept des châteaux-formes. Par contre, dans le premier cas, il faut très peu de conscience. Donc, il ne faut absolument pas se laisser aveugler par la conscience, par l'intelligence. L'intelligence n'est pas synonyme de lumière, du tout. La conscience, oui. Ça n'a rien à voir. Je reviens sur le charisme que j'ai entendu tout à l'heure. Warning sur le charisme. Quelqu'un qui a du leadership, que cet leadership qui est quelque chose d'énergétique, il y a 3 façons d'emmener les mouvements en termes d'énergie, je dirais que c'est la résultante d'une... ça peut être la résultante en tout cas d'une énergie que l'on a. Mais le charisme peut être quelque chose qui vous emmène juste nulle part. Parce que le charisme peut être extrêmement égotique. C'est-à-dire j'ai du charisme et je m'en sers comme pouvoir sur les autres pour les emmener vers qui ? Vers moi. Moi, gourou, je sais, hop, charisme, paf.
Ou alors le plus bel homme, la plus belle femme qui a besoin d'attirer plein de gens. Voilà, donc le charisme, dire que le leadership c'est le charisme, ça me dérange profondément. Voilà, c'est... On va se laisser aveugler par ça. Par contre, qu'un leader en conscience ait du charisme, ou en tout cas qu'il exerce une activité, puisque c'est une force d'attraction, puisque ça met en mouvement, oui. Voilà. Mais attention, attention au charisme. Alors, donc ce saut de conscience, qu'est-ce qui se passe en fait il y a une vision au cœur qui est en train de se faire, et l'esprit est en train de descendre de la tête au cœur en termes de conscience. Et en descendant plus bas dans le corps, j'ai envie de dire, jusqu'au cœur, il y a cette conscience qu'il y a l'esprit, qu'il y a la forme. Que l'esprit anime la forme. Mais que ce sont deux choses distinctes, et qu'en distinguant bien les deux, alors on peut transformer. L'esprit est unique, mais la forme, elle, peut bouger. Et on peut d'autant mieux transformer qu'on sait distinguer quel est l'esprit de la forme, parce qu'à ce moment-là, on va au-delà de la forme actuelle. Mais sans perdre son âme, puisqu'on sait où est l'esprit. Alors, à ce moment-là, conscience, cœur, cette vision, cette conscience, vision au cœur, elle crée la cohésion. On fédère à partir de quelque chose, un axe. Si on ne sait pas où est l'axe, et vulgairement, si on ne sait pas où on habite, comment voulez-vous fédérer les gens derrière quelque chose où ce qui n'est pas centré? C'est pas possible. Si vous n'êtes pas centré vous-même en tant que leader, si l'entreprise n'est pas centrée sur son cœur, comment voulez-vous embarquer les gens? Ils ont raison de ne pas vouloir venir vers vous. La cohérence, on ne peut avoir de cohérence que par rapport à un axe central. Confiance, co-développement, co-création, co-co. On entend du co partout, on est dans cette ère systémique du co. Eh bien, je vous invite juste sur le slide après, après ce troisième caillou, à noter, à ressentir ce que l'image qui va être projetée, comment vous la percevez ou qu'est-ce qu'elle vous fait. Cette vision au cœur, c'est leadership humaniste, tel que je l'ai défini dans mon livre et ce chemin. C'est une vision au cœur libérée de la forme. Avec cette excellente sculpture de Lego, en Lego, de Nathan Sawaya. Alors, cette vision au cœur, que dit le leader humaniste, ou ce leadership humaniste quand on se met sur la route? Le leader humaniste, il a compris que l'humain est au cœur. L'humain est au cœur, ça veut dire quoi? Bon, en gros, il n'y a de problème qu'humain sur la planète. Vous enlevez les humains, il n'y a aucun souci. Non, mais la planète se porte très bien, merci. Ah oui, elle se porte très très bien sans nous. Voilà, elle n'avait pas besoin de nous. Donc il n'y a de problème qu'humain et il n'y a de résolution des problèmes que par l'humain. Oui, mais enfin avec un autre niveau de conscience. Bon. Ça veut dire que si je transforme, le monde autour de moi transforme. Si je transforme en tant que leader, je vais créer des mondes transformés. Parce qu'ils seront à l'image de ça. Mais ça veut dire que je suis l'outil de transformation. L'humain est au cœur, c'est pas qu'on va s'embrasser tous les jours, c'est que nous sommes au cœur de la transformation, nous sommes l'outil de transformation et non pas la digitalisation. Par contre, le digital est à notre service, il ne faut pas se tromper entre le maître et le serviteur. Voilà. Leadership humaniste, l'humain est au cœur. Voilà. Deuxième point, se voir au cœur. Ok, qui suis-je ? Qui suis-je en tant que personne une fois que j'ai enlevé le fait que je suis une femme, j'ai telle personnalité, j'ai des yeux bleus, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai tel parcours, j'ai tel pédigré, j'en sais rien, etc. Non, mais ça, une fois que vous avez enlevé tout ça et que vous êtes nu, qui vous êtes au cœur? Je vais vous donner cet exemple d'un dirigeant français qui est en Italie depuis 25 ans, que je vais appeler cette fois-ci Bernard pour l'occasion. Voilà. Bernard a fait toute sa carrière dans le groupe LVMH au départ, en France, puis ensuite il est parti en Italie et il
il a eu des postes de direction générale. Et puis j'ai croisé Bernard en juillet, et Bernard a dit voilà, moi je suis en train de vouloir passer à autre chose, un ailleurs. Il a quitté la direction générale de l'entreprise où il était, et on a été voir au cœur, mais ok, au-delà de tout ce qu'il a fait, qui il est, Bernard, au fond. Et à travers tout son parcours, apparaissait que finalement, qui il est, sa mission d'âme, c'est qu'il est toujours là où il y a une nécessité de passer, de gagner en autonomie. Il est celui qui permet aux personnes et aux organisations de gagner en autonomie. Sachant ça, c'est où est-ce que je peux emmener ça ailleurs. Je ne suis pas collée à LVMH, je ne suis pas collée au secteur du luxe, je ne suis pas collée. Voilà, où est-ce qu'il y a besoin de ça? Et c'est comme ça qu'il est arrivé dans une entreprise qui, dans un autre secteur d'activité, donc pas le même, oui, qui, elle, était en train de se perdre de vue, de perdre son âme depuis un moment, parce qu'elle avait, en termes de positionnement, quelque chose n'était plus là, et qui en plus, avec un management à l'italienne très paternaliste, où finalement, direction familiale, l'autonomie est assez peu déployée, contrairement à la France, c'est une grosse différence, et ben c'est une entreprise qui s'était perdue de vue et où il y avait un vrai problème d'autonomie, où il y a d'ailleurs, ça date de juillet, où il y a un vrai problème d'autonomie et qui a été jusqu'à ce que cette entreprise soit allée, alors qu'elle était un positionnement plutôt moyen haut de gamme, elle est allée avec la grande distribution pour se perdre encore plus dans son autonomie parce qu'alors là, elle n'a plus d'autonomie du tout. Bon. Et donc lui, il arrive à un instant de l'entreprise où finalement, parce que sa mission d'âme est ça, et qu'en tant que dirigeant leader, il va pouvoir emmener ça, eh ben, il a commencé à remettre le positionnement de l'entreprise, à se libérer de partenariats qui n'ont plus de raison d'être et qui sont en train d'emmener l'entreprise vers le fond et à faire grandir l'ensemble des équipes dans l'organisation. Ça, c'est de la vision au cœur de qui je suis, moi, en tant que leader. Il y a se voir au cœur en tant qu'entreprise, pareil. Une entreprise, c'est un être vivant et qui a une raison d'être. C'est-à-dire qu'une entreprise, quand on la crée, on dit quelle est votre raison sociale? Hein, on l'écrit voilà, noir sur blanc. Bon, raison sociale. Une entreprise n'existe pas par hasard. Elle est venue faire quelque chose pour des humains. Voilà. Ceux qui disent une entreprise c'est là pour faire de l'argent, c'est idiot. Non, heureusement qu'elle l'en fait, mais c'est pas le... voilà. Oui, enfin voilà, et ça veut dire qu'elle se porte bien. Ou, enfin, en tout, voilà, c'est mieux. Bah oui, c'est comme si nous on mange moins qu'on dépense d'énergie, on n'est pas en bonne santé. Donc c'est très bien qu'une entreprise fasse de l'argent. Voilà. C'est plutôt... Ouais. Voilà, mais elle a un ADN, absolument. Donc se voir au cœur, c'est ça. Alors, je prends un dernier exemple, mais d'entreprise cette fois-ci. Alors je vais le lire parce que pour dire exactement les choses comme il faut, c'est écrit dans mon livre, mais après j'oublie. Jean-Claude Decaux, JC Decaux. La vocation, la raison d'être de JC Decaux, c'est l'organisation de l'espace urbain au service de la mobilité de l'usager. Bon. Est-ce que l'ADN de Decaux, c'est de faire des abribus? Non. Est-ce que l'ADN de Decaux, c'est de faire des Vélib? Non. Est-ce que l'ADN de Decaux, c'est de faire des écrans d'information? Non. La vocation, c'est celle que je viens de vous dire. Par contre, ces produits sont autant de formes, puisqu'on parle de forme et de transformation, que peuvent prendre de façon incarnée l'ADN de Decaux. Si on ne sait pas voir au cœur, eh ben, il suffirait que je dise, voilà, je travaille avec l'entreprise, j'ai dit, bon, Decaux, vous êtes l'organisation de l'accueil public au service... oui, ouais, vous êtes, voilà, nous on s'occupe de l'organisation de l'accueil au service de l'accueil public, au service de l'usager ou du citoyen, voilà. Donc si Decaux était ça, ça voudrait dire qu'on les retrouverait à la mairie, on les retrouverait à l'URSSAF, on les retrouverait à la sécurité sociale, et que là, ils pourraient déployer tout un ensemble de produits, d'ADN, qui soient en rapport avec ça, en cohérence avec cet ADN, et qui pourraient être les tickets qu'on prend pour pas faire la queue, qui peut être, j'enlève comment on peut avoir du design ergonomique pour mieux accueillir les gens, comment on peut favoriser la fluidité, enfin, voilà.
Si on ne sait pas voir l'ADN d'une entreprise, pareil, c'est pas la même boîte, c'est pas les mêmes personnes qu'on recrute, c'est pas les mêmes partenariats, ce n'est pas la même forme derrière. Se voir au cœur, du coup, permet de se voir en grand. La cohérence, c'est que ce qui est au cœur est en grand. C'est pareil. Et tout ça, bien sûr, libérer des conditionnements. Et en général, c'est le chemin qui est à faire. Libérer des conditionnements. Alors, je termine par ce dernier exercice avant ma dernière question, et pour en finir là. Alors, je l'ai oublié, mais voilà, je l'ai dessiné. Qu'est-ce que vous voyez au cœur, là? Une botte de marron, donc ça, c'est la forme, oui. Maintenant, si je vous parle de l'esprit. Hein? Où il y a un marron qui est en train de forcer la bogue pour sortir. Bon, on a faim, on va faire vite. Hein? Ah oui, bah oui. Bah. Bon, se voir au cœur, c'est être capable de dire à ce niveau-là que ça, c'est un marronnier. C'est ça, se voir en grand. Voilà. C'est-à-dire que si vous attendez de voir la forme pour voir ce qui est au cœur, ça va prendre du temps. Hein. Et puis alors pour projeter votre entreprise dans le monde d'après, ou pour vous projeter dans le monde d'après, si vous attendez comme saint Thomas de voir une forme, qui est tout à fait illusoire d'ailleurs, pour vous apercevoir quel est l'esprit qui l'habite, c'est que vous n'avez pas cette vision au cœur. Pas encore. Donc, se voir au cœur permet de se voir en grand. Donc le trait, c'est juste parce qu'on est sous la terre, et en général, c'est là où on voit le moins. La bogue, c'est très intéressant, parce que la bogue, ça représente tout ce qui conditionne la forme. Alors, c'est l'ego avec un grand E surtout, donc ça peut être j'ai été élevé dans telle famille, je suis arrivé dans tel pays, avec telle culture, formaté par telle religion, j'ai fait telle école, je suis dans telle entreprise, etc. C'est tous ces conditionnements qui sont illusoires, qui représentent des systèmes, des croyances, qui ont été valables à un moment donné pour arriver à ça, mais dont on peut totalement se libérer. Et en général, le plus gros du travail à faire, c'est justement de se libérer de tous ces aspects égotiques qui sont tout à fait illusoires et qui empêchent la forme. Parce que c'est la bogue. Et si la bogue était restée autour du marron, eh bien, il n'y aurait pas de châtaignier. Voilà. C'est le plus gros du travail à faire. Donc se voir au cœur permet de se voir en grand. Et là où c'est absolument génial, c'est que le cœur est unique, l'esprit est unique, mais les formes, elles sont multiples. Et si aujourd'hui vous travaillez dans vos entreprises pour les emmener dans le monde d'après, ce moment-là peut être un extraordinaire moment collectif pour justement se remettre en aventure et en rêve collectif. Parce que l'esprit peut prendre une multitude de formes infinies. Et on peut travailler en design thinking, on peut faire plein de choses absolument extraordinaires pour se projeter dans une nouvelle forme dans le monde d'après. Et il y a là, pour le coup, l'espace, on revient à l'espace infini de la création, pour autant qu'on soit dans le même esprit. Alors, voilà, pour se voir au cœur, j'ai ma dernière question. Elle est dure, hein, celle-là. Elle est dure. Ça, c'est vous, ça. Alors, ma dernière question, c'est qui étiez-vous avant la naissance de vos parents? Je vous laisse méditer la nuit ou l'année là-dessus. On se retrouve l'année prochaine. Voilà, alors Gérard a cheminé et petit à petit est arrivé au leadership turquoise. J'ai cheminé et petit à petit je suis arrivée au leadership humaniste. Il y a un mois on ne se connaissait pas. Gérard ne connaissait pas leadership humaniste, Nathalie ne connaissait pas leadership turquoise. Et puis grâce à Catherine on s'est rencontrés. Et aujourd'hui on est là sur la même conférence. Et ma foi, il se pourrait fort que la couleur turquoise et le leadership humaniste soient assez proches et que l'un soit une forme incarnée dans nos vies matérielles d'une même couleur qui pourrait être turquoise. Voilà, je vous remercie.
Oui, question-réponse, pardon. Gérard. Il se fait tard, vous avez faim. 5 minutes. Alors on vous invite, si vous avez vous partager ou d'échanger avec Gérard et moi-même. Oui. Sur votre dernière question, justement, qui va nous prendre un an ou je ne sais pas combien de temps de réflexion, est-ce que vous avez des pistes de réflexion à nous insuffler, à nous donner? Parce que là, comme ça, je vois pas trop... Non, mais voilà, donc est-ce que vous pourriez nous guider dans cette réflexion-là? J'ai envie de dire, dans un premier temps, je préfère pas guider. Parce que justement, c'est réflexif. Qu'est-ce que ça travaille chez vous? Qu'est-ce que ça veut dire chez vous? Et à ce moment-là, vous prenez un papier, un crayon, on n'en manque pas ici d'ailleurs, vous notez tout ce qui vous passe par la tête, mais ce soir, demain, dans un mois, etc. Voilà. Après, quand je fais ce travail-là avec des personnes, oui, là, je sais où est-ce que je les emmène vers elles. Mais je trouve qu'à ce niveau-là, c'est plus intéressant de vous laisser respirer par rapport à cette question et en miroir d'aller noter ce qui sort. Mais alors sans le moindre filtre. Hein. Vous prenez tout ce qui passe. Voilà. Oui, c'est très intéressante cette dernière question, parce que justement, j'ai parlé de physique quantique, et quand vous... Alors, de toute façon, la physique quantique, si vous comprenez quelque chose de la physique quantique, c'est que vous avez mal lu, hein, c'est clair. Et il y a cette idée que, alors, non seulement on peut changer l'avenir, bon, changer l'avenir, à la limite, on est à peu près d'accord, quoi. On change nos perceptions, on change notre conception du monde, et du coup, on crée un avenir différent. Bon, ça va. Jusque-là, enfin, moi, je peux comprendre. Mais les physiciens quantiques, ils disent non, c'est pas ça. Le temps n'est pas linéaire. Voilà. Le temps n'est pas. Donc, évidemment qu'on peut changer l'avenir, changer le passé. Ah, voilà, vous dites, ah oui, on peut changer le passé. C'est plus, hein. Et je trouve donc que cette question est tout à fait intéressante. Face à cette capacité, sommes-nous égaux ou inégaux, parce qu'il y a probablement des inégalités, à cette capacité à pouvoir faire émerger un leadership. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça doit se travailler plus pour certains que pour d'autres? Parce qu'appliquer des règles, probablement, ce sont des règles qui n'ont pas les mêmes résultats selon les aptitudes des uns et des autres. Ou est-ce que nous en avons tous la capacité? Moi, j'ai une réponse. Après, tu voudras aussi répondre là-dessus? Oui, je te passe. Je suis passée rapidement là-dessus. Le leadership est intrinsèque pour moi. Par contre, il y a 3 moteurs, mais je ne les développerai pas là ce soir, qui font qu'on met en mouvement les autres. Alors, où on en a un, où on en a 2, ou on en a 3. Voilà. Après, la question, on peut ne pas en avoir. Il y a des gens qui n'ont pas de leadership, mais il n'y a aucune question de valeur là-dessus. And so what? Ouais. Il n'y a pas que des locomotives. Enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas dans le monde d'après. Hein. Voilà. Non, mais alors, par contre, la seule chose que je distingue, c'est que on peut ne pas avoir de dimension de leadership. On peut en avoir, mais ne pas en avoir conscience. Et on peut en avoir et ne pas les avoir suffisamment développés. Et on peut en avoir et ne pas les utiliser comme il faut. Voilà, entre les 4, enfin, on schématise pour faire simple, mais voilà, il y a du travail. Donc, par contre, ce qui est très important pour moi de comprendre, c'est qu'il n'y a aucune notion de valeur là-dessus. Mais par contre, si vous n'avez pas cette dimension et que vous êtes là pour l'idée d'une transformation, ça va pas le faire, comme on dit. Oui, De quel leadership on parle? Enfin, si je reprends mes codes couleurs, effectivement, on pouvait être tout à fait leader à un certain niveau. Bon, j'avais parlé de Youssouf Fofana, bon, c'est un exemple, mais je considère que c'est un vrai leader. Mais évidemment, c'est plutôt un leader rouge. Donc, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, ici, on est quand même plutôt dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, la plupart des gens qu'on côtoie sont des leaders orange. Hein, c'est des gens qui font, qui développent leur boîte, voilà. Et c'est très bien. Maintenant,
Alors effectivement, si la problématique c'est de comment je change mon leadership, comment j'évolue vers une autre forme de leadership, alors qui pourrait être humaniste ou parler jaune ou turquoise, là c'est très différent. Alors c'est est-ce que c'est une question de capacité je sais pas, j'ai rencontré une fois cette problématique de quelqu'un qui était justement un leader orange, un type très jeune, dirigeant d'une filiale d'un grand groupe, extrêmement performant, sportif de haut niveau en plus, enfin ouais, l'archétype du Top Gun, quoi. Et qui le savait, qui en était parfaitement conscient. Et qui se posait la question de savoir si, bon, est-ce qu'il allait continuer dans cette voie-là ou est-ce qu'il allait faire autre chose, s'occuper de brebis dans le Larzac ou des trucs comme ça, véritablement. Hein. Bon, enfin, est-ce que c'était une question de capacité? C'était peut-être une question de choix. Enfin, c'est une réflexion beaucoup plus, enfin très difficile d'ailleurs. Et là, pour le coup, si vous êtes dans une position soi-disant de coach, bah, c'est extrêmement compliqué. Hein. C'est extrêmement compliqué de guider quelqu'un en disant oh ouais, t'as raison, on va donc élever des brebis dans le Larzac, tu parles. C'est un haut potentiel, il va peut-être devenir le PDG du groupe. Donc, je ne sais pas si c'est une question de capacité, c'est une question de ressenti à un moment donné. Alors certains l'ont pas. Quand je vous disais, de toute façon, entre l'individu suit le même mouvement que la société en général. Ouais, enfin, ok, on connaît quand même beaucoup de gens qui sont restés à un niveau un peu bas dans la spirale et qui monteront peut-être pas. Bah ouais, ou alors faut les aider, quoi. En fait, dans la capacité, il peut être aussi, si on a des gens qui sont où la part de l'ego, voilà, toute cette partie est extrêmement forte. Là, il peut y avoir une vraie dimension de leadership, mais si c'est masqué par un nombre de trucs inouïs, il va falloir en enlever des couches, et là, ça dépend de la capacité à la personne à faire ce chemin-là. Alors pour certains, ils le feront, d'autres, il leur faudra une vie, d'autres, je veux dire en termes de conscience, vous avez des gamins de 7 ans qui ont une conscience plus déployée que des gens de 80 ans. La conscience, c'est... Voilà, c'est pas une question d'âge ou de... Question sur les couleurs, est-ce que ce week-end, on a vu émerger 280 000 leaders jaunes? Je disais que j'allais avoir une question sur les gilets jaunes, c'est sûr. Alors, je sais pas s'il correspond à la couleur vraiment de la spirale dynamique, peut-être pas, ou peut-être, enfin j'en sais rien, après tout, j'en sais rien, non. Je pense que ça... Ouais. Peut-être que certains, oui. Enfin,